Si tu as envie de savoir comment fonctionnent les blueprints dans Unreal Engine, tu es vraiment tombé sur la bonne vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble comment utiliser les blueprints pour plein de fonctionnalités différentes, comme par exemple ouvrir une porte ou faire un petit jeu avec un ballon et un but. On va aussi voir une fonctionnalité pour baisser sa vie. Donc à la fin de cette vidéo, tu seras autonome sur pas mal d'aspects d'Unreal. On commence tout de suite, c'est parti. Donc une fois que vous avez lancé Unreal Engine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Nouveau projet. Et là, on va choisir le Third Person Project. Donc, pourquoi le Third Person Project? Parce que tout simplement, ça sera plus simple de voir notre personnage en action et de le voir aller au bon endroit. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer le projet. On peut l'appeler Blueprint-8 test, par exemple. Ici, on va laisser les paramètres habituels. Donc, on veut coder en Blueprint, sur ordinateur. La qualité graphique au maximum, on peut laisser aussi comme ça. De toute façon, ça, c'est des paramètres qu'on peut gérer directement dans le projet. Et ensuite, on va cliquer sur Create. Une fois qu'on a cliqué sur Create, il y aura tout simplement une page qui va s'ouvrir et qui va compiler tous les shaders. Donc vous avez juste à attendre quelques minutes. Donc c'est tout bon, notre jeu a chargé. Et donc là, on est bel et bien sur la Third Person Map. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est ouvrir tout simplement le Third Person Character. Donc on va aller dans le dossier Third Person, Blueprint. Et là, on va double-cliquer sur BP Third Person Character. Donc ça y est, on est à l'intérieur des blueprints et on voit déjà quelques blueprints qui sont là de base pour permettre à notre personnage de se déplacer, de bouger la caméra, etc. etc. Donc dans cette vidéo, on va pas s'attarder à comment fonctionne le personnage, on va plus créer nous-mêmes nos propres fonctionnalités. Donc là, si on fait play, normalement, on devrait tout simplement contrôler le personnage. Donc là, par défaut, on peut avancer avec la touche W. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ça tout de suite, histoire qu'on n'ait pas de problème de déplacement avec notre personnage. Et pour ce faire, en fait, on va aller dans le Content Drawer, on va aller dans Input, et on va chercher IMC Default. Donc ça, le IMC Default, en fait, c'est tout ce qui va regrouper tout ce qui est déplacement, la vue, le saut, etc. Donc là, on va déplier Default Key Mapping, et ensuite IA Move pour Input Action. Donc le W, on va le remplacer par Z. On clique sur le clavier, une fois qu'il est orange, on appuie sur Z. Le S, il est bon. Et le A, on va le remplacer par Q. Donc là, on enregistre. Et dès que je vais faire play, là, normalement, mon personnage, c'est tout bon. Donc, à quoi servent les blueprints? Eh bien, les blueprints, c'est très simple. Ça nous permet de créer des fonctionnalités qu'on imagine dans notre tête. Et ces fonctionnalités peuvent se créer sans code. En fait, c'est des nodes visuelles qui sont branchées entre elles. Et ces nodes branchées entre elles vont nous permettre de faire une suite de logique pour une fonctionnalité qu'on aurait en tête. Donc on va commencer simplement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on appuie sur le play, ou dès que le joueur lance votre jeu, il y a un élément qui s'enclenche automatiquement qui s'appelle l'Event Begin Play. Donc on va le chercher juste ici, Event Begin Play. Là, il est ici, je clique dessus. Et là, on va faire quelque chose de tout simple, c'est qu'on va chercher un print string. Donc le print string, c'est quoi? C'est tout simplement un bout de texte qui va s'afficher en haut à gauche et qui va nous permettre à plusieurs moments dans le développement de savoir si notre jeu fonctionne bien, si notre logique fonctionne bien. Dans cet exemple précis, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que le print string qu'on va afficher va s'afficher quand on appuie sur play. Donc pour ce faire, on va chercher print string. Donc ça y est, le print string est connecté. Donc si vous n'avez pas réussi à mettre la node, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement tirer un câble depuis ce qu'on appelle l'execution pin ici, et ensuite on lâche le clic gauche, et là on peut taper la node qu'on cherche. Donc nous c'était print string, donc là on connecte, et si vous voulez déconnecter une node, en fait on maintient Alt et on fait clic gauche. On peut aussi faire clic droit et break this link, mais Alt, clic gauche, c'est vraiment un raccourci qui est très important parce que ça va vous faire gagner un temps immense, plutôt que de faire clic droit et break this link à chaque fois. Donc ça, c'est le premier test. On va retourner dans le niveau, on va faire play. Et là, en haut à gauche, comme vous pouvez le voir, c'est écrit Hello. Donc bien sûr, on peut modifier le message. On peut dire Blueprint OK. Voilà. Là, on fait play. Ça fonctionne. C'est bien écrit Blueprint OK en haut à gauche. Et si on descend cette petite flèche ici, on aura plusieurs paramètres. Donc le print to screen, c'est ce qui va nous permettre de le voir affiché à l'écran. Donc nous, évidemment, on va le laisser. On peut modifier la couleur. On peut mettre un bleu un peu plus foncé. On peut lui dire que ça reste par exemple 5 secondes au lieu de 2. Là, on fait play. Et là, on voit Blueprint OK en haut à gauche. Donc, si c'est votre première node, bravo à vous. Sinon, on va rentrer un peu plus dans le détail des blueprints pour voir comment tout ça fonctionne. Alors déjà, quand on ouvre
notre personnage, ce qui se passe, c'est qu'on arrive directement dans l'Event Graph. En fait, il y a plusieurs onglets dans un blueprint et on va les voir ensemble. Donc déjà, on va commencer par le viewport. Donc le viewport, c'est l'endroit en fait où vous allez pouvoir visualiser le contenu de votre blueprint. Et le contenu de votre blueprint, il est affiché aussi à gauche. Et donc en fait, chaque élément que vous voyez ici, comme le mesh, donc notre personnage, caméra boom, ça c'est le trait en fait qui est tiré de manière artificielle de la caméra à notre personnage. Et enfin, on a la caméra aussi. On a aussi une capsule collision, donc c'est ce qui va nous permettre de ne pas traverser des murs, etc. par exemple. Et on a aussi ce qu'on appelle un character movement. Donc ça a été fait par Epic Games directement et ça contient énormément de paramètres qui vont nous permettre de modifier les déplacements de notre personnage, comme la vitesse, la gravité, etc. C'est quelque chose qui est un peu plus poussé que les blueprints de base, donc on va pas s'y attarder maintenant. Ensuite, si on descend, on peut voir qu'on a l'event graph. Donc là, si je double-clique, ça me ramène là où on était tout à l'heure. Et l'event graph, en fait, c'est là où vous allez coder tout simplement toutes vos fonctionnalités. Ensuite, si on descend ici, on aura des fonctions. Alors les fonctions, pareil, il ne faut pas prendre peur du nom. C'est tout simplement un moyen de réutiliser une logique à plusieurs endroits ou alors d'organiser au mieux une fonctionnalité. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez développer une dizaine de fonctionnalités qui regroupent beaucoup de nodes, ça peut être pratique de les mettre dans une fonction. Comme ça, vous allez pouvoir vous y retrouver facilement. Donc par exemple, ici, j'ai ma première fonction, donc print string. Si je rajoute par exemple une node qui s'appelle délai, hop, et que je mets en délai 2 secondes et que je rajoute encore un print string, et que là on va écrire par exemple OK. Imaginons que ça prenne beaucoup de place, donc là c'est une toute petite logique, donc ça prend que 3 nodes, mais imaginons que cette fonctionnalité prenne beaucoup de place. Ce qu'on pourrait faire, c'est sélectionner tout ça, faire un clic droit et faire collapse to function. Alors là, ça n'a pas marché parce que on peut pas mettre de délai dans les fonctions. Donc là, on va enlever le délai. C'est juste pour l'exemple, donc c'est pas très grave. On va faire clic droit et là, collapse to function. Et là, ça va nous créer une fonction qui s'appelle new function. On va la renommer. Donc je clique dessus, soit on fait clic droit, rename, soit on fait F2. Donc là, je vais la renommer fonction print string. Et ce qui va se passer, c'est que dès que je vais aller dans le niveau et que je vais faire play, on va avoir délai OK et blueprint OK. Donc là, je retourne dans mon personnage. Et si par exemple, je veux modifier ma fonction, donc la logique qu'on vient de créer, j'ai juste tout simplement à double-cliquer dessus. Et là, on va pouvoir voir tout ce qui est présent dans cette fonction. Et ici, en fait, ça marche un peu comme les onglets Google. Donc si par exemple, vous avez une fonction que vous avez modifiée, vous êtes content avec, vous pouvez totalement la fermer en cliquant sur la petite croix ici, Close Tab. Là, on a les fonctions de base pour viser et les fonctions pour bouger qui sont intégrées par défaut d'Unreal Engine. Donc nous, c'est pareil, on n'en aura pas besoin, on peut fermer. Et enfin, on aura une dernière fonction. Donc ça, c'est une fonction un peu spéciale. C'est une fonction qui s'appelle le Construction Script. Donc le Construction Script, il va fonctionner avant qu'on appuie sur Play. Donc pour vous donner un exemple, là, ici, je vais même supprimer ma fonction de l'event graph. Si par exemple j'en aurais besoin, je pourrais tout simplement faire un glisser-déposer ici et réappeler ma fonction print string. Nous, personnellement, on n'en a plus besoin. Mais là, sur les ventes Begin Play, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier, par exemple, le matériel de notre personnage. Je clique sur Viewport. On peut voir que le matériel de notre personnage est assez robotisé, assez gris, etc. Et nous, on va mettre un matériau un peu aléatoire, histoire de changer sa texture. Donc là, je clique sur mon personnage ici. J'aurais pu cliquer là aussi. Et là, on peut voir juste à droite. Donc évidemment, il y a beaucoup de paramètres. Nous, on va s'attarder pour l'instant juste sur les matériaux, donc sa texture. Et là, si je choisis par exemple un matériau au hasard comme ce matériau vert, on peut voir que mon personnage aura des matériaux verts sur lui. Donc là, je fais CTRL Z, on revient ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'Event Begin Play, on va tirer notre mesh ici, hop, on va tirer un câble et on va faire set matériau. Set matériau, donc ça va être la node qui va nous permettre de modifier le matériel d'un personnage. Et comme vous pouvez le voir, la plupart des nodes, leur nom est très intuitif. Donc même des fois, si vous pensez qu'une node existe, vous pouvez un peu chercher ou alors vous renseigner sur Internet pour voir si cette node existe pour votre besoin en particulier. Donc dans les nodes, en général, ils vont vous demander une target. Et la target, c'est quoi? C'est tout simplement avec quoi cette node, cette matériel veut interagir. Si c'était un cube,
Par exemple, si dans mon blueprint, il y avait un cube, j'aurais mis mon cube à la place de mesh. Là, nous, on veut modifier notre personnage, donc mesh, donc on le glisse dans target. Ensuite, pour cette node, on a élément index. Donc ça, c'est pareil, c'est assez logique. L'élément index 0, ça va être donc les bras et une partie des jambes, il me semble, donc ce qu'on vient de modifier. Et si par exemple, je mettais 1, ça aurait été la deuxième partie de mon personnage. Donc là, par exemple, le 0, ça correspond à ces endroits-là, et le 2, ça correspond à ces endroits-là. Bien sûr, c'est différent avec chaque objet et chaque personnage, mais en tout cas, dans le template, les matériaux sur ce personnage fonctionnent comme ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que sur l'élément 0, on va mettre ce matériau vert. Donc de mémoire, il s'appelait... Ouais, voilà, c'est ça. Third Person Callway, je clique dessus, je compile ici pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, donc là c'est tout bon, je sauvegarde, ça c'est plus un réflexe à avoir mais c'est pas obligatoire. Et là si je fais play, ce qui va se passer c'est que mon personnage sera vert. Par contre, si j'arrête de jouer, donc pour arrêter de jouer vous faites tout simplement échappe, ou alors vous cliquez sur le petit carré ici. Si j'arrête de jouer et que je vais dans le viewport, on peut voir que mon personnage n'est pas vert. Pourquoi? Parce qu'on utilise la logique Event Begin Play, celle qui s'active uniquement au début. Et là, si on fait ça dans le Construction Script, donc CTRL X pour couper, je vais aller dans mon Construction Script, je vais faire CTRL V, et là je vais connecter ça ici. Là, on va aller dans le viewport pour voir si ça fonctionne. Si je compile, normalement, mon personnage devrait devenir vert sur les bras et sur les jambes. Donc là, je compile, et c'est exactement ça. Donc c'est pas les jambes, mais c'est plus le haut du corps et le bas du corps. Et si par exemple, on peut tester sur l'élément index 0, hop, je retourne dans le viewport, je compile, on peut voir que là, ça fonctionne. Donc là, si je désactive, que je reviens dans le viewport et que je compile, donc pour désactiver, je vous le rappelle, on maintient Alt et on fait clic gauche. Là, mon personnage, donc pour réinitialiser ça, on va tout simplement cliquer sur notre mesh, l'élément 0, et on va resélectionner un autre matériau, le 1. Là, on va faire la même chose, et là, le 2. Donc là, c'est tout bon, mon personnage a la bonne texture. On compile, on sauvegarde, et c'est tout bon. Et donc maintenant, je vais pouvoir vous présenter les variables. Donc la première variable qu'on va créer, c'est une des variables les plus utilisées. C'est une variable que vous allez utiliser très très souvent. Ça s'appelle la variable booléenne. Par exemple, une variable booléenne, comme je le disais juste avant, si notre personnage est mort, donc on peut mettre dead, point d'interrogation, ça va nous ressortir vrai ou faux. Donc là, par exemple, je viens de créer ma variable, je compile, et ici, en fait, on a deux possibilités. Donc faux, ça serait pas coché, et vrai. Donc si vrai est coché, bah, notre personnage est mort, et si faux est coché, notre personnage n'est pas mort. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va glisser notre variable ici, et les booléennes fonctionnent très souvent avec des branches. Donc là, je vais mettre une branche, et la branche, en fait, va faire une suite d'actions en fonction de l'état de votre booléenne. Donc par exemple, si notre personnage est mort, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un print string et on va écrire personnage mort. Ensuite, on va faire un print string dans le false, print string, et là, on va l'appeler personnage vivant, tout simplement. Et donc, de base, cette variable, elle va être fausse. Donc ça, c'est parfait. Là, je vais faire play. Là, personnage vivant. Par contre, si ici, par défaut, donc dans default value, je mets vrai, on compile, là, ça va nous dire personnage mort. Donc évidemment, nous, on peut bouger parce que on n'a pas inclus de logique de mort, etc. Mais c'est vraiment juste pour vous montrer le fonctionnement des booléennes. Donc voilà à quoi servent les booléennes. Là, on peut supprimer tout ce qu'on vient de faire. Ensuite, une autre type de variable, ça peut être integer. Donc integer, c'est quoi? C'est tout simplement des nombres entiers. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4, etc. Vous avez compris. Mais ça peut pas être des chiffres à virgule. Parce que pour les chiffres à virgule, il y a une autre variable qu'on verra juste après qui s'appelle float. Donc si vous avez besoin de compter des points en chiffres entiers, je vous conseille d'utiliser integer, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, par exemple, en integer, on peut utiliser pour la vie ou pour l'argent ou peu importe. Là, on va utiliser pour, par exemple, l'argent du personnage. Donc là, je l'ai renommé money. On va glisser ça ici, on va compiler. Et comme pour chaque variable, en fait, on a une default value. Donc là, on va faire print string. Là, le print string n'apparaît pas parce qu'il ne voit pas en fait d'entrée avec le print string. Donc ce qu'on peut faire quand ça ne nous propose pas le print string, c'est décocher contexte sensitive. En fait, contexte sensitive, ça nous permet de trouver les bonnes nodes. Ça fait gagner énormément de temps. Mais là, pour cet exemple précis, il n'y a pas d'entrée de type integer dans le print string. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas proposé. Mais Unreal fait quand même la conversion de notre variable integer en string. Parce que le contenu
ici, donc là où c'est écrit hello, là où on peut modifier justement le texte, c'est une variable de type string. Donc c'est tout simplement du texte. Et ce petit truc ici, ça fait tout simplement la conversion entre de l'integer et du string. Donc là, je vais brancher ça ici, hop, et à l'event begin play, normalement, ça devrait lire la default value de notre variable money. Donc là, je fais play, 0. Et par exemple, si on met un délai, hop, délai de 1 seconde, on va mettre 2, histoire de voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler notre variable ici. Et là, on va appeler une note qui s'appelle increment int. Ça va tout simplement rajouter plus 1 à notre variable. Là, on va refaire un print string. On branche ça ici, donc c'est tout bon. Là, on va faire play, on va voir 0 et ensuite 1. Donc ça veut dire que notre logique fonctionne. Voilà pour la variable de type integer. Donc pour rappel, ça peut gérer l'argent, ça peut gérer la vie, ça peut gérer le nombre d'étapes faites dans une quête, ça peut gérer tous les nombres entiers. On peut supprimer tout ça, donc je sélectionne tout, j'appuie sur sup. Ensuite, on aura du coup la variable float, donc on va l'appeler par exemple multiplicateur de dégâts. Donc si par exemple dans votre jeu il y a des bonus de dégâts, si vous avez une certaine arme, ou alors vous êtes dans une certaine région dans votre jeu, etc., on peut faire quelque chose de beaucoup plus précis avec un multiplicateur de dégâts qu'on ne pourrait pas faire avec un integer. Par exemple, si vous voulez rajouter 25% de dégâts, on va faire fois 1,25 et c'est là que les variables de type float vont vous servir. Donc, je vais compiler. Par défaut, c'est 0. Dès que je vais faire un print string, ça va mettre 0. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, par exemple, 0,25. Donc, on va cliquer sur notre variable et on va aller dans le default value. Donc, on va mettre, par exemple, à 1. Là, on va faire clic droit, print string. On connecte, voilà. Ensuite, comme tout à l'heure, on va mettre un délai de, par exemple, 2 secondes. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, hop, je fais CTRL-C en la sélectionnant, CTRL-V. On va prendre notre variable et on va chercher la node add. Donc soit on écrit add, add, soit on écrit plus. Et là, on peut lui dire plus 0,25. Et là, si je fais un print string, hop, là, il s'est branché dans duration, donc ça va durer 0,25. C'est pas exactement ce qu'on veut. Là, je vais décocher ici. Je vais le brancher dans le in string. Je fais compiler. Là, je fais play. On voit 1. Et juste après, 1,25. Une chose à savoir aussi avec toutes les variables, c'est que les variables, on peut les set. Donc, ça sert à quoi de set une variable? Ça sert tout simplement à la sauvegarder en jeu pour y accéder dans d'autres logiques. Par exemple, si j'ai besoin d'accéder au multiplicateur de dégâts un peu plus tard dans une autre fonctionnalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un set. Donc, on va faire set. On va enlever le câble, en fait. On va faire clic droit. On va faire set multiplicateur. Alors là, il ne me le trouve pas parce qu'en fait, j'ai mal écrit, j'ai écrit multiplicateur, donc c'est pas exactement le bon mot. Donc on va set ce multiplicateur, et je vais la renommer juste après. Là, je connecte ça ici, comme ça, tac. Là, on va plutôt se servir de ça. On compile, on sauvegarde, et en fait, ce qui va se passer, c'est que notre variable, elle sera sauvegardée à 1,25. C'est comme si en fait, le set, ça changeait la default value à 1,25. Parce que juste avant, en fait, on faisait juste 1 plus 0,25. Mais si on avait besoin de notre variable, donc multiplicateur de dégâts plus tard, on n'aurait pas eu la bonne valeur. Donc le set, on peut le faire avec toutes les booléennes. Donc par exemple, pour la logique de tout à l'heure, on aurait pu faire un set. Ça marche avec les integers, etc., etc. Ça marche vraiment avec toutes les variables. Ensuite, les variables de type string, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ça peut être utile évidemment dans certains cas, mais ça fonctionne pareil que les booléennes, les integers, etc. Text et name, c'est à peu près pareil, c'est juste des versions différentes du string, donc c'est vraiment la même chose. Ensuite, on a les vecteurs. Donc là, par exemple, je vais appeler ça position joueur, hop, on compile, et les vecteurs, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va nous montrer trois valeurs, donc x, y et z. Et x, y et z, c'est tout simplement les valeurs qui sont utilisées dans le jeu pour connaître la localisation de chaque objet, chaque personnage qui sont en jeu. Donc par exemple, ce petit bout vert, il a une localisation. Donc il est en 10 en X et il est en 1900 en Y. Si par exemple je bougeais le Y, on serait plus du tout en 1900. Donc là, je fais CTRL Z. Pareil pour le X va être géré sur cet axe et le Z va être géré sur cet axe. Si vous voulez un petit rappel à chaque fois pour savoir où est l'axe X, Y et Z, c'est tout simplement écrit en bas à gauche ici. Donc le Z, ça va toujours être de haut en bas, donc celui-là, il est facile à retenir. Mais le X et Y,
il faudra regarder en bas à gauche pour connaître l'orientation. Donc là, si on fait le test, Y devrait aller dans ce sens-là. On va modifier la valeur Y de ce bloc et il va dans la bonne direction. Et donc, les vecteurs, à quoi ça pourrait servir? Bah, tout simplement connaître la position d'un ennemi pour savoir s'il doit nous repérer. Ça peut être la position d'un checkpoint dans le monde. Ça peut être vraiment tout ce qui est relatif à la position de quelque chose, d'un joueur ou d'un objet. Par exemple, ce qu'on va faire, hop, comme tout à l'heure, on va supprimer tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, le position joueur, on va même faire mieux. On va prendre ça ici, on va faire set position joueur. Et en fait, dans le set, on va prendre la position de notre joueur à nous. Donc, on va faire get actor location. Et le get actor location, la target, c'est self, donc nous-mêmes. Ce qui va se passer, c'est que ça va sauvegarder la position de notre joueur dans notre variable qui s'appelle position joueur. Et là, par exemple, si on fait un print string, hop, on va glisser notre variable dans string, ici, on compile, et là, je fais play. Et on peut voir qu'en fait, on est en 0, 0. Donc, je vais augmenter un peu la durée. On baisse la flèche ici. Là, je vais mettre 10 secondes. Hop, on peut voir que là, on est en 0, 0 et 302 en Z. Donc, on est vraiment au point d'origine de la map. Là, on va mettre un délai, par exemple, de 4 secondes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller de tout ça. Donc, position joueur et le print string. On va le coller ici. Et en fait, ça va nous afficher une autre coordonnée parce qu'on aura bougé entre-temps. Alors là, c'est un bon exemple parce que, en fait, la variable, elle n'a pas été set. On n'a pas refait un get actor location. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ça nous affiche exactement la même valeur qu'au début. Donc, en fait, il nous manquait juste une petite chose, c'est de reset la position du joueur. Hop, on tire ça ici. Là, je vais faire CTRL V. On branche le set ici. On connecte ça là. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, je fais play, on attend quelques secondes, et là, on a une autre valeur, donc 788, 893, et en Z, 92. Donc, voilà pour la variable de type vecteur. Maintenant, on va voir ensemble une autre variable qui va être utilisée un peu moins souvent, mais qui est quand même importante, c'est la variable de type rotator. Donc rotator, en fait, ça va gérer tout ce qui est, bah, comme son nom l'indique, la rotation de certains objets. Donc par exemple, notre personnage à nous, si on va dans le viewport et qu'on clique sur le mesh, donc notre personnage, on va pouvoir voir une ligne qui s'appelle rotation. Et donc là, en fait, on peut totalement rotate le personnage. Et comme le déplacement, en fait, ça aura des valeurs en X, en Y et en Z. Donc en Z, ça va tourner dans ce sens, en Y dans ce sens, et en X comme ceci. Là, je vais remettre à 0. Donc, je vais faire CTRL Z parce que de base, le personnage est à 270 degrés pour qu'il soit dans le bon sens. Parce que par exemple, si je tourne mon personnage et que je fais play, et ben en fait, mon personnage va aller carrément dans le mauvais sens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sur 270, comme ceci. Et les variables de type rotator, donc celle-là, je vais la supprimer. On va juste garder la variable de type rotator. Je vais appeler la variable rotator, tout simplement. Et ben, elle fonctionne comme toutes les variables. Donc, on aura le choix, hop, si je compile, de modifier les valeurs par défaut. Donc, ça peut être utilisé pour mettre une rotation à certains objets ou alors à certains éléments dans notre map. On peut aussi, comme n'importe quelle variable, cette variable histoire que ça soit sauvegardé et accessible ailleurs. Et enfin, la variable qui complète un peu tout ça, ça va être la variable de type transform. Donc, une variable de type transform, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une variable qui combine donc la localisation de l'objet dans la première ligne, ensuite la rotation et ensuite le scale. Le scale, c'est quoi? C'est tout simplement à quel point notre personnage est multiplié dans un certain axe. Donc par exemple, si je multiplie mon personnage dans l'axe X, il va ressembler à ça. Dans l'axe Y, il va ressembler à ça. Et dans l'axe Z, comme ceci. Donc là, par exemple, si on mettait play, notre personnage serait beaucoup plus gros que la normale. Donc là, on va remettre tout ça sur 1. Donc là, je vais renommer ma variable transform. Et si je glisse ma variable ici et que je compile, on va avoir tout ça ici. Et donc maintenant qu'on a vu les bases, donc les variables ensemble, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer notre premier blueprint. Donc un blueprint, ça peut vraiment être littéralement n'importe quoi. Nous, dans notre cas, le premier blueprint qu'on va faire, ça va être une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Donc retenez juste qu'un blueprint, c'est quelque chose qui va nous permettre une interactivité avec notre joueur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL espace, on va aller dans le dossier content et on va créer par exemple un dossier blueprint. Hop, blueprint. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais
lui appliquer une couleur en faisant clic droit, set color, et là on va lui mettre bleu, comme ça ce sera plus facile à trouver. Je vais dans mon dossier Blueprint, et là ce qu'on va chercher c'est Blueprint Class. Je clique dessus, et là on a beaucoup de templates par défaut. À chaque fois, c'est écrit à droite ici à quoi correspond chaque template. La plupart du temps, vous allez utiliser un acteur. Donc, un acteur, c'est tout simplement un objet avec lequel on peut interagir. On peut créer un pawn. Donc, un pawn, c'est tout simplement un acteur qui peut recevoir des inputs du contrôleur. Donc, c'est écrit là. Et un caractère, ça va tout ce qui rassemble les personnages. Donc nous, on va créer un acteur, on va l'appeler BP pour blueprint-8. Alors attention parce que dans le nom de vos blueprints et de manière générale des dossiers, etc. dans Unreal, on ne peut pas mettre d'espace. Donc il faut toujours mettre un tiré du 8 ou alors attacher le mot au complet. Donc là, j'ai fait BP-8 d'or, je clique à côté. Là, on va ouvrir ça, on peut compiler et sauvegarder. Donc, avant de continuer de créer notre premier blueprint, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans la description de cette vidéo et vous allez chercher le lien pour télécharger le dossier ressources que je vous fournis pour cette vidéo. Donc une fois que vous avez le dossier ressources, ce que vous allez faire, c'est que vous allez décompresser le dossier. Et une fois le dossier décompressé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau dossier pour ranger tout ça. Donc on va l'appeler ressources. Voilà. Là, je vais double-cliquer dessus. Et là, je vais chercher là où j'ai rangé mon dossier ressources. Donc là, je prends tout ça. Donc je fais CTRL-SHIFT ou alors on sélectionne tout ici et on glisse. Ensuite, Unreal va vous demander s'il faut importer. On clique sur Import. Donc on clique ça pour avoir tout ce qu'il faut. Et comme ça, on sera tranquille pour la suite du tutoriel. Donc, une fois dans notre blueprint BP d'or, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ce qu'on appelle un static mesh. Donc, un static mesh, c'est tout simplement un objet 3D. Donc là, je tape sur le plus ici et je cherche static mesh. Donc, static mesh. Là, je vais l'appeler frame d'or. Ensuite, on va en rajouter un autre, static mesh, ici. On clique dessus et celui-là, on va l'appeler d'or. Donc là, il s'est mis un peu au mauvais endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre d'or ici et on va le glisser là. Hop, on fait attache. Comme ça, d'or et frame d'or seront enfants de la default scene route. Donc dans d'or, ce qu'on va mettre, c'est tout simplement la porte centrale. Donc là, je vais sélectionner SM d'or ici. Ensuite, j'appuie sur la petite flèche. Là, on aura notre porte. Et frame door, ce qu'on va faire, on va cliquer sur frame door ici. Et on va prendre, du coup, door frame. SM-8 door frame. On va faire la même chose. On clique dessus. Une fois que c'est en bleu, on va sur la petite flèche ici. Static mesh. Et là, on aura notre frame door. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est pas spécialement au bon endroit. Donc on peut décaler ça. Là, je vais sélectionner frame d'or et je vais la déplacer avec le curseur. Donc si vous ne voyez pas ce petit déplacement avec le curseur, c'est tout simplement qu'il faut sélectionner ici. Donc ici, on peut rotate, ici, on peut scale, donc on peut jouer avec la taille en faisant comme ceci, hop, CTRL Z. Et ici, c'est uniquement pour déplacer, donc c'est ce qu'il nous faut. Donc là, la porte est à peu près bien placée. Par contre, dès que j'essaye de la mettre parfaitement, il y a une sorte de d'aimant qui se déplace de 10 cm en 10 cm. Donc pour désactiver ce petit aimant-là, on va ici et on clique sur le logo Snapping. Donc on clique jusqu'à ce qu'il soit blanc. Et là, on peut déplacer ça beaucoup plus précisément. Donc là, la porte est plutôt pas mal. Si on veut chipoter, non, là, ça me paraît bien. Et donc, si on veut faire un test pour voir si ça marcherait bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se mettre en mode rotation ici en sélectionnant la porte principale. Et là, on peut voir que notre porte est assez cohérente dans l'ouverture. Donc là, on compile, on sauvegarde. Et si par exemple, je vais dans mon monde, je fais CTRL espace, je reviens dans le dossier Blueprint ici, là, on a notre BP d'or. Donc BP d'or, si je la place ici, on peut voir que notre porte commence à prendre vie. Donc là, je fais play. Et là, on peut toujours pas interagir avec parce qu'on a tout simplement pas mis de logique avec cette porte. Donc là, je vais quitter en faisant échappe. Je vais même la mettre au milieu de la map, vu qu'on spawn au milieu. Ça ira plus vite. On va la mettre collée au sol. C'est tout bon. Maintenant, on va retourner dans BP d'or et on va enfin commencer la logique. Donc c'est comme tout à l'heure, donc il y aura le construction script, il y aura l'event graph, et nous, on va principalement se servir de l'event graph. Ensuite, ce qu'on va rajouter dans BP d'or, c'est ce qu'on appelle une collision box. Donc ça va être une boîte, en fait, invisible, qui va détecter si notre personnage entre en collision avec cette boîte invisible. Donc on va cliquer sur le petit add, on va chercher box collision,
Donc on clique sur la première. Là, on peut la laisser nommer box, c'est pas très important. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, on va la scale. Donc je sélectionne ce petit icône ici. On va scale ça comme ça. On va la déplacer. On va mettre ça ici. Et là, on va scale aussi dans deux sens. Donc en X, hop, je resélectionne scale. Et on va scale en Y. On peut le faire encore un petit peu. Là, c'est pas trop mal. Et du coup, comme je vous disais, cette box, elle va nous permettre de détecter notre personnage. Donc là, on descend tout en bas en sélectionnant bien sûr Box. Et tout en bas, on aura des événements. Donc tous ces événements vont se déclencher en fonction d'une action. Et nous, l'action qu'on voudrait déclencher, c'est quand notre personnage est dans cette boîte invisible, donc dans cette box collision. Et cet événement, il s'appelle OnComponent Begin Overlap. Donc on va cliquer sur le petit plus ici. Et du coup, à chaque fois qu'un acteur, un blueprint, va entrer en collision avec la porte, l'événement va se déclencher. Donc par exemple, si je tire un câble et que je fais print string box collision OK, donc comme ça, dès qu'on va traverser, ça va nous dire box collision OK. Là, je fais play. Si par exemple, j'avance un peu, là, ça nous dit box collision OK en haut à gauche. Donc là, échappe. Donc on peut voir que notre trigger box fonctionne bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détecter si c'est le third person caractère qui est détecté ou pas. Donc le third person caractère, c'est notre personnage en jeu avec lequel on joue. Donc là, on va tirer un câble de Other Actor et on va appeler une node qui s'appelle Cast Third Person Character. Donc c'est le premier ici. Et cette node, elle va nous servir à quoi? En fait, ce qui va se passer, c'est que le Other Actor va nous donner une référence, donc quel acteur a traversé la boîte invisible, et cette node va nous permettre de dire est-ce que c'est le BP Third Person Character? Si c'est vrai, ça va aller dans cette execution pin là, et si c'est faux, ça va aller dans cette execution pin ici. Donc comme tout à l'heure, on va faire un print string, hop, print string. Là, on va laisser hello parce qu'on va le supprimer juste après. Donc si c'est le third person caractère, ça va nous dire hello. Donc là, c'est tout bon. Je vais enlever aussi les coordonnées qu'on avait mis au début dans le third person caractère. Donc c'est juste ici. Tac. On sélectionne tout ça. On supprime. Le délai aussi, on n'en a pas besoin. Je retourne dans mon BP d'or. Le print string, pareil, on supprime, on voit que c'est bien le third person caractère qui est détecté. Et donc là, on tire un câble d'ici et on va chercher Enable Input. Donc cette node, en fait, elle va nous permettre d'utiliser les touches de notre personnage pour interagir avec la porte. Donc dans Target, on va laisser Self, parce que c'est Self, ça correspond tout simplement au BP d'or. Et Player Controller, on va appeler une node qui s'appelle Get Player Controller. Donc cette node-là, hop, là on compile, on sauvegarde. Mais on voudrait aussi que quand on quitte du coup cette boîte invisible, il faudrait qu'on ne puisse plus interagir avec cette porte. Donc pour ça, il y a un événement aussi. On va cliquer sur la box, on va descendre tout en bas et on va chercher OnComponent and Overlap. On clique sur le plus. Et là, en fait, on va faire exactement la même chose. On va tirer un câble de Other Actor, donc l'acteur qui est détecté par la collision box. On va faire Cast to Third Person Character, ici. Et là, on va chercher l'inverse, on va chercher Disable Input. Ce qu'on peut faire, au lieu de réappeler un Get Player Controller, c'est tout simplement de tirer un câble d'ici, donc du return value de Get Player Controller, et le brancher là. Là, on compile, on sauvegarde. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une rotation avec notre porte quand on est dans la box collision et quand on appuie sur une touche. Donc on voudrait que la porte s'ouvre à peu près comme ça. Voilà, là je fais CTRL Z. Donc pour savoir quelle rotation lui appliquer, on va monter tout en haut et là je vais ouvrir ma porte comme j'aimerais l'ouvrir. Donc par exemple, si je voudrais qu'elle s'ouvre à cet angle précis, je vais retenir par exemple -80 en Z, hop, et si je mets 0, la porte serait comme ça. Donc on retourne dans les ventes graphes, et là on va taper keyboard, par exemple E. Donc là on a des touches comme A, etc. Là c'est vraiment, on peut choisir n'importe quelle touche. Nous on va utiliser E parce que dans la plupart des jeux, E c'est pour interagir. Et donc là, dès que la touche E va être pressée, on tire un câble ici, et on cherche une node qui s'appelle flip-flop. Donc la node flip-flop, à quoi elle sert? Elle sert tout simplement à faire en sorte que dès qu'on appuie sur E, ça va dans A. Si on rappuie, ça va dans B. Si on rappuie, ça va dans A, et ainsi de suite. Donc par exemple, là, on voudrait appliquer une rotation à notre DOR. Donc on avait retenu -80 pour l'ouvrir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Component ici. Je vais prendre DOR. Je vais faire Get DOR. Et là, en fait, on va tout simplement lui appliquer une rotation. Donc on tire un câble de DOR et on cherche Set Rotation. Donc Set Relative Rotation ici. Voilà. Là, on va brancher ça ici et on va mettre en Z-80. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va sélectionner
les deux nodes ici. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Et là, on va faire l'inverse. Donc, dès qu'on rappuie sur interagir, ça referme la porte. Donc là, en Z, on va mettre 0. On compile, on sauvegarde, on fait play. Là, si je vais sur ma porte et que j'appuie sur E, on peut voir que ma porte s'est ouverte. Donc il y a eu un petit bug de caméra parce que ma caméra est rentrée en collision avec la porte. Et là, on peut voir que la porte s'ouvre directement. Donc si je quitte et que j'appuie sur E, là, ça ne fonctionne plus parce que on est sorti de la box collision. Si j'y retourne, on peut l'ouvrir normalement. Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un peu sec de la manière dont ça tourne. Donc on va modifier ça. Là, je fais échappe. Je vais aussi tourner la porte pour qu'elle s'ouvre dans le bon sens. Voilà. Hop, on va mettre ça ici. Là, si je reteste, normalement, la porte devrait s'ouvrir dans le bon sens. C'est nickel. Et là, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus smooth, on va dire. Donc là, je vais faire échappe. Je retourne dans BP d'or. Et au lieu d'appliquer une relative rotation pardon, d'un coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer ça avec une timeline. Donc la timeline, ça va nous permettre de sortir une valeur dans un temps donné. Donc par exemple, si on veut qu'elle soit à moins 80 en temps de seconde, on peut très bien le faire avec ce qu'on appelle une timeline. Donc là, je fais clic droit, je cherche timeline, add timeline component. Alors c'est pas cette node, je vais retaper timeline, je descends tout en bas, décidément. Timeline, je descends tout en bas, et là on va voir add timeline. Là c'est tout bon. On peut la renommer comme on veut en appuyant sur F2. Moi je vais laisser le nom timeline. Donc là, le A, je vais le mettre dans play. Le update, je vais le mettre dans le set relative rotation. Maintenant, on peut double-cliquer sur notre timeline. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, OK, en une seconde, tu vas ouvrir la porte. Donc, dans length, ici, on va mettre une seconde. Je fais entrer. Je rajoute une track. Donc là, on peut rajouter, par exemple, float track pour que ça soit plus précis. Donc les floats, ça va être les chiffres à virgule. On va laisser le nom comme ceci. Là, je vais faire un clic droit, add key to curve float 0. Le temps, on va mettre 0, la valeur 0 aussi. On va rajouter une deuxième clé ici. Et là, cette fois-ci, on va mettre moins 80. Voilà. Et dans le temps, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre une seconde. Comme ça, je compile, je sauvegarde, je reviens dans l'event graph. Et là, en fait, comme vous pouvez le voir, on a notre new track 0, donc qui va aller de 0 à moins 80 en une seconde. Et pour l'appliquer au Z, là, si je le branche, ça va pas forcément fonctionner. Donc, c'est pour ça que Unreal a prévu ce qu'on appelle un split struct pin pour connecter soit au X, au Y ou au Z indépendamment. Donc, je fais clic droit ici, split struct pin, et là, je vais pouvoir connecter new track 0 juste ici. Donc, en fait, là, la valeur, ça va plus être moins 80 qui va être pris en compte. D'ailleurs, elle a été supprimée. Ça va être la valeur qui est contenue dans la timeline. Donc, celle qu'on vient de créer. Donc là, normalement, en une seconde, on va passer de 0 à moins 80. On va faire le test tout de suite, compiler, sauvegarder, on fait play. Là, je vais sur ma porte. Et donc là, la porte ne s'est pas ouverte. On va regarder pourquoi. Je retourne dans BP d'or. Je vérifie par exemple ma timeline. Et ici, en fait, j'ai pas mis moins 80. Donc, soit j'ai oublié de le mettre, soit la valeur ne s'est pas entrée. Donc là, je mets qu'à une seconde, on doit être à moins 80. Je fais entrer. Je vais cliquer sur ces deux boutons pour voir bien distinctement mes deux points. Donc là, on peut voir que c'est bon, il est à moins 80 au bout d'une seconde. Je sauvegarde, je retourne en jeu. Là, on va essayer. Et là, c'est tout bon, ma porte s'ouvre. Donc là, ce qui serait bien, ça serait de faire l'inverse en fait. Donc là, je vais quitter. On retourne dans BP d'or. On va dans l'event graph. Et là, nous, ce qu'on voudrait, c'est que dès qu'on appuie sur B, en fait, ça reverse tout simplement. Donc, on va brancher ça ici et on va voir ce que ça donne. On retourne dans la box collision, on appuie sur E, et là, je rappuie sur E et la porte se ferme correctement. Et ce qui est bien, c'est que même si, par exemple, on spammerait la porte, et ben, ça serait toujours cohérent parce qu'en fait, la timeline reprend là où elle s'est arrêtée. Donc, la porte fonctionne parfaitement. Ce qu'on pourrait faire aussi pour améliorer ce côté qui est un peu trop linéaire, c'est qu'on pourrait sélectionner les deux points ici, on fait clic droit, et là on peut choisir par exemple automatique. Donc automatique, ça va créer une courbe qui sera beaucoup plus fluide qu'une courbe linéaire, et là le rendu va être encore mieux. Donc là, je retourne sur ma porte, je commence à l'ouvrir. Au début, elle s'ouvre rapidement, et à la fin, elle ralentit. Et pareil, quand on clique sur l'inverse, donc là, visuellement, c'est vraiment beaucoup mieux. Là, je fais échappe. Donc, bravo, vous avez créé votre première logique en Blueprint. Donc, on va retester pour se faire plaisir un petit peu. Voilà, faut profiter de ce qu'on a codé. Avant de continuer, si tu as envie de sortir ton propre jeu vidéo, j'ai créé un cours complet où je montre comment j'ai sorti
mon jeu sur Steam et comment j'ai pu accumuler des milliers de wishlists avant la sortie. Donc dans ce cours, on voit globalement tout Unreal Engine, donc comment maîtriser le logiciel de A à Z pour que tu sois totalement autonome à la fin. Et on voit aussi les meilleures stratégies pour sortir un jeu et pouvoir en vivre. Donc si ça t'intéresse, le lien est en description. Et sans perdre de temps, on va passer à la deuxième fonctionnalité. Donc cette fonctionnalité, ça va être de ramasser tout simplement un objet. Donc l'objet qu'on va ramasser, ça va être un petit chapeau que je vous ai mis dans le dossier ressources. Donc on va aller dans le dossier ressources, on va chercher Cowboy Hat, on va aller dans Static Mesh. Et en fait, ce Static Mesh, si je double-clique dessus, ça serait bien qu'il soit sur la tête de notre personnage quand on le ramasse. Et donc pour faire ça, on va commencer par aller dans notre personnage ici. On va aller dans le viewport. Et en fait, dans le third person character, on va rajouter le static mesh du chapeau de cowboy. Donc là, je vais chercher static mesh. Vu qu'on l'a sélectionné, il me propose cowboy hat. Si c'est pas le cas, de toute façon, vous pouvez l'intégrer ici, soit en le glissant comme ceci, soit en sélectionnant et dès qu'il est bleu, on peut appuyer sur la petite flèche. Ou dernière possibilité, chercher manuellement dans la barre de recherche Cowboy Hat. Là, on peut voir que le chapeau a spawn, mais il n'est pas du tout au bon endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer manuellement. On pourrait le placer comme ceci, sauf que le problème, si on fait ça, c'est que dès que notre personnage va bouger, là on peut le voir ici, notre chapeau va pas du tout bouger avec lui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Cowboy Hat et on va le mettre enfant de notre mèche. Donc en fait, c'est comme s'il était attaché à notre mèche. Donc là, je prends Cowboy Hat, je fais un glisser-déposer avec le clic gauche sur le mesh. Et là, maintenant, on va pouvoir lui dire, OK, donc tu vas t'attacher à telle partie de notre personnage. Et pour sélectionner ça, une fois que le Cowboy Hat est enfant de mesh, donc pour vérifier s'il est enfant, il y aura tout simplement une petite flèche qui va vous le dire ici, qu'on pourra déplier ou replier. Et là, on peut choisir tout simplement, par exemple, hop, je sélectionne Head. Et là, notre Cowboy Hat a disparu. Donc, il est juste ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinitialiser ici et ici. Là, c'est pas mal. Et là, en fait, on va pouvoir mettre la rotation qu'on veut pour que le chapeau soit cohérent. Donc là, il faut que je retrouve le sens dans lequel il est normalement. Donc du coup, en X, dans la rotation, j'ai mis moins 90 sur le Cowboy Hat. En Y, je pense qu'on peut mettre 0. Et dans le Z, j'ai mis 90 degrés. Maintenant, la location, on va l'ajuster aussi. Là, je le monte. Ça, on peut le faire à la main. Il me semble même que le chapeau est à l'envers. Donc là, on va aller en Y, jouer avec la taille. On peut même l'agrandir un peu avec le scale. Donc là, je coche le petit cadenas, comme ça scale dans tous les sens. Sinon, en fait, ça aurait scale uniquement le X et ça aurait eu un résultat un peu particulier. Donc là, je vais reset, on va rester sur 1, on va mettre le cadenas, et là, on peut scale le chapeau. Là, il est un peu gros, on va faire ça comme ça, on va le baisser un peu, et là, on peut voir que notre chapeau de cow-boy est à peu près bien mis. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que dès qu'on ramasse le chapeau de cow-boy, il s'applique directement sur notre personnage. Donc là, actuellement, on ne l'a pas encore ramassé, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Cowboy Hat, ou alors on peut cliquer ici directement dans le viewport, et on va chercher Visibility. Hop, on va lui dire qu'il est invisible. Maintenant, on va aller dans l'Event Graph, et on va créer un Custom Event. Donc un Custom Event, c'est quoi? C'est tout simplement comme par exemple l'Event Begin Play, sauf que là, ça va être un événement qu'on va activer quand on le souhaitera, par exemple depuis un autre blueprint. Donc là, je vais faire un clic droit, je vais chercher Custom Event. Et ce custom event, on va l'appeler par exemple visibility. On fait entrer. Et en fait, dès qu'on va appliquer cet événement, on voudrait tout simplement que notre chapeau de cow-boy, donc là je prends le chapeau de cow-boy ici, je le glisse juste ici, on voudrait que notre chapeau de cow-boy soit visible. Donc on tire un câble de cowboy hat et on cherche visibility. Et là on aura une note qui s'appelle set visibility. On branche ça comme ceci. New visibility, on va mettre sur true. Donc sur vrai. Donc pour notre personnage, la logique est bien créée. Maintenant, on va créer l'objet à ramasser en question. Donc je fais CTRL espace, je reviens dans Blueprint, et on va faire comme tout à l'heure, on va faire un clic droit, Blueprint Class, et là on va chercher Actor. Là on va taper BP-8 Pickup-8 Hat, on double-clique, et dans ce Blueprint, on va chercher par exemple Static Mesh, Static Mesh, voilà, là comme tout à l'heure, on peut l'appeler Cowboy Hat. Et ici, dans le Static Mesh, on va chercher, il était là, Cowboy Hat, c'est tout bon. On va scale, histoire de le voir un peu plus facilement. On va rajouter du texte, comme par exemple Press to Pickup. Là, pour éviter de l'écrire deux fois, parce que là, c'est toujours écrit texte, je vais faire F2, CTRL-C, et là, je vais chercher dans texte ici. Là, c'est écrit texte.
si je fais CTRL V, ça devrait être écrit Press I to pick up. Donc là, le texte, on va le déplacer, on va le mettre un peu en hauteur. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est exactement comme tout à l'heure, on va remettre une box collision. Donc là, je vais cliquer sur Add Box Collision. On va la scale, voilà. Donc comme ça, en fait, dès qu'on sera à proximité du chapeau, on pourra tout simplement le récupérer. Donc maintenant, on peut aller dans l'event graph, on clique sur notre box, on descend tout en bas comme tout à l'heure, et on va rajouter les deux mêmes événements, donc onComponent begin overlap, on revient sur notre box, et on va rajouter onComponent end overlap. Donc dès qu'on rentre dans la box et dès qu'on quitte la box. Et on va utiliser la même logique que tout à l'heure. Donc, on tire un câble de Other Actor, cast third person character pour vérifier que c'est bien notre personnage. Là, on tire un câble en haut, on va chercher enable input même, désolé pour mon anglais. Et là, on va chercher get player controller. Donc, cette node ici. Là, c'est tout bon. On va faire pareil en bas, cast to third person character, disable input, on branche le player controller. De toute façon, si par exemple vous oubliez de brancher quelque chose de très important dans un blueprint, si je fais compiler, en général il y aura une erreur. Donc pas pour cette node, malheureusement pour l'exemple, mais si ça ne fonctionne pas, vérifiez bien que vous avez tout branché comme il faut. Donc là c'est bon, on peut interagir avec le chapeau de cow-boy. Et là, ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure, on va chercher keyboard, on va chercher la lettre E qui est juste ici. Et dès qu'on appuie sur la lettre E, ce qu'on voudrait, c'est que ça déclenche le custom event qu'on a paramétré dans notre third person character. Donc pour accéder à ce custom event qu'on a créé, on aura besoin d'une référence de notre personnage. Donc il faut enregistrer dans le blueprint pickup at une référence de notre personnage. Donc pour ce faire, c'est assez simple. Donc là, on aura as bp third person character. Là, on va faire clic droit ici et il y aura un petit bouton qui s'appelle promote to variable. Donc là, on aura une variable de type bp third person character, c'est exactement ce qu'il nous faut. On branche ça ici, on rebranche ça là, et maintenant on a accès à notre personnage. Donc là, je vais glisser la variable juste ici. Si je tire un câble et que je cherche set hat, alors c'était quoi le nom déjà? Ah oui, visibility hat. Donc là, je tire un câble de as bp third person character. On cherche visibility. Et là, on peut voir un onglet call function, donc appeler une fonction. Et la fonction, ça sera visibility hat. Dans press, on met OK, on branche ça entre les deux. Là, on peut compiler, sauvegarder. Et la dernière étape, ça serait tout simplement de détruire ce blueprint une fois que l'objet est ramassé. Donc, on tire un câble et on fait destroy actor. Et la target, donc quel acteur on veut détruire, ça va être cet acteur-là, donc pickup hat. Je compile, je sauvegarde. Là, maintenant, il faut juste qu'on pose notre pickup hat ici. Je fais play. Et là, si je vais sur mon chapeau, donc là, c'est à l'envers. Là, on peut voir press I to pick up. Je me mets à côté, donc dans la collision box. Là, j'appuie sur E et notre chapeau se met tout simplement sur notre tête. Et en plus, donc c'est pas buggé, donc ça suit les mouvements de notre tête. Donc là, on peut voir ici qu'on a un petit bout de crâne qui dépasse, mais c'est pas très grave. Le plus important, c'est la logique du blueprint. Là, je fais échappe. Et si par exemple, je me mets de loin et que j'appuie sur E, on peut voir que ça fonctionne pas du tout. Mais si je rentre dans la boîte invisible, donc assez proche de l'objet, et que j'appuie sur E, là, ça fonctionne. L'objet est bel et bien ramassé. Donc la rotation, c'est pas ça du tout, mais c'est pas très important. Et donc voilà pour cette deuxième logique, donc votre deuxième blueprint. Et donc maintenant on va voir ensemble une autre logique encore. Ça va être une logique où on aura une barre de vie et en fait on voudra que dans une zone on perde de la vie et dans une autre zone on en gagne. Donc ça va être un peu plus poussé que ce qu'on a fait précédemment, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Donc pour commencer, on va retourner encore dans notre dossier Blueprint, on va faire clic droit, Blueprint Class, Actor, là, on va chercher BP, par exemple Dead Zone, on double-clique dessus. Donc comme d'habitude, notre Blueprint est vide. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un Static Mesh. Donc on peut ajouter par exemple pour changer un cylindre, hop, je recule un peu parce que quand on est à l'intérieur du cylindre, on voit pas le static mesh. Donc là, on va scale ça un petit peu comme ça. On va essayer de lui mettre une couleur dans le matériau ici. On va voir s'il y a du rouge qui traîne. Qu'il n'y en a pas, c'est pas grave. Bah, au moins, je vais pouvoir vous montrer comment on crée un matériau rapidement. Donc je fais CTRL espace, là, clic droit, on va cliquer sur Material ici, on va l'appeler M-8 Red par exemple, je double-clique. Donc là, dans Base Color, nous on va faire un truc très simple, on va sélectionner par exemple du rouge, voilà, comme ça. Là je fais OK, Apply, sauvegarder, je retourne dans mon Blueprint Dead Zone et là je vais lui appliquer
le matériel que je viens de créer. Donc mred. Ensuite, on va rajouter une capsule collision, pareil pour changer. Donc c'est exactement le même fonctionnement que les box collision, c'est juste la forme qui change. Là, on va ajuster la taille. Je vais le déplacer aussi un petit peu. Là, c'est tout bon. On va aller dans l'event graph et c'est ici qu'on va faire toute la suite de notre logique. Mais du coup, vu qu'on voudrait que cette zone nous enlève de la vie, il faut nous créer une variable de type vie dans notre personnage. Donc on va retourner dans le third person caractère. Là, on va faire un peu le tri d'ailleurs. C'est le moment parce qu'il y a un peu trop d'onglets ouverts. Donc BP d'or, c'est bon. Pickup hat, c'est bon. Cowboy hat, c'est bon aussi. Mred, pareil, on n'en a plus besoin. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soit rajouter une variable, soit modifier celle-ci. Donc je pense qu'on va plus faire ça. Là, on va faire F2 pour renommer. Donc c'est un petit raccourci, sinon on fait clic droit, rename. Et là, on peut appeler ça par exemple vie. On compile. Là, ici, j'avais déjà écrit quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien qui s'affiche là. Je clique sur la petite croix, comme ça efface tout. La default value, elle est de 1. Nous, on va dire qu'on a, par exemple, 100 de vie. Voilà, notre variable est créée. Donc elle est dans notre personnage et c'est elle qui va gérer la vie de notre personnage. On peut retourner dans Dead Zone. On va dans l'event graph. Et là, on va faire comme tout à l'heure. On va descendre tout en bas et on va rajouter on component begin overlap, on component end overlap. Parce qu'en fait, dès qu'on va rentrer dans cette zone, on veut que ça nous enlève de la vie, et dès qu'on va en sortir, on veut que ça arrête de nous enlever de la vie. Donc, je pense que vous commencez à comprendre, ici on va faire la même chose. Casse third person caractère, juste ici. Ensuite, on peut récupérer notre barre de vie, donc on tire un câble ici, on fait get vie, et là, il sera tout en bas ici, get vie. Et maintenant, on va lui dire que dès qu'on rentre dans cette zone, on perd par exemple 20 de vie. Donc là, on va retirer un câble ici, et on va faire 7, voilà, on va set notre vie, on connecte ici, et donc pour enlever 10, en fait ce qu'on va faire c'est assez simple, c'est qu'on va prendre notre vie, donc qui contient 100 de base, c'est écrit juste ici, et on va lui dire moins 10. Donc on appuie sur moins, ça va nous proposer subtract, on pourrait aussi écrire subtract trouver, on va le connecter dans le set ici, et là on va mettre 10. Donc à chaque fois qu'on va rentrer sur la plateforme, ça va nous enlever 10 de vie. Et là, ce qu'on va faire pour vérifier, c'est qu'on va faire un print string. Voilà. Et on peut brancher ça comme ceci. Compiler, sauvegarder. Là, il nous manque plus qu'à mettre notre dead zone ici, par exemple. Je fais play. Et là, si je vais dans ma dead zone, on peut voir que j'ai 90, 80, 60. À chaque fois que je rentre en contact avec notre dead zone, ça va nous enlever 10 de vie. Donc jusqu'à moins 20, moins 40, etc. etc. D'ailleurs, ça, c'est un bug. Si en jeu, on arrive à moins 100, moins 160, c'est pas normal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une limite, mais ça, on le fera un peu plus tard. Alors, un détail aussi un peu subtil, mais qui est important de comprendre, c'est que là, par exemple, ça m'a enlevé 90. Et là, si j'y retourne, ça m'a enlevé 80. Pourquoi? Parce que, en fait, l'événement se déclenche quand il découvre un composant dans notre personnage. Et donc, nous, notre personnage, il a plusieurs composants. Donc, on a la capsule collision, on a l'arrow, on a le mesh, la cowboy hat, etc. etc. Donc à chaque composant de notre personnage qui va être détecté via les collisions, ça va nous enlever 10 de vie. Donc pour le tutoriel, c'est pas très important, mais en tout cas, c'est quelque chose à savoir. Et donc là, ce qu'on voudrait, ce serait que dès qu'on reste dans cette zone, on perde 20 de vie ou 10 de vie toutes les 2 secondes, par exemple. Et pour faire ça, c'est assez simple. On va supprimer ça. On va appeler une note qui s'appelle set timer by event. Et le set timer by event va nous permettre de lancer un timer où on va activer le looping juste ici en cochant là. Et là, on va lui dire, par exemple, toutes les 2 secondes, tu vas nous enlever 10 de vie. Donc là, par exemple, je vais mettre 2 secondes. Là, dans Event, on va tirer un câble, on va descendre l'onglet Add Event et on va faire Add Custom Event. Et là, on peut voir que les deux sont reliés. Donc, par exemple, le Custom Event ici, on peut l'appeler enlever vie. Donc, tout ça, on va supprimer. Hein. Si on veut gagner du temps, par exemple, là, si je supprimais, ça déconnecterait les deux ici. Là, je vais faire CTRL Z. Par contre, si je sélectionne tout et que je fais Shift supprimer, là, ça reste connecté. Donc ça, c'est pareil, c'est une astuce qui peut vous faire gagner du temps. Et en fait, comme tout à l'heure, on va accéder à notre personnage un peu partout. Donc le mieux, ça serait de faire comme tout à l'heure. On va faire clic droit, Promote to Variable. Comme ça, notre personnage est enregistré en tant que variable dans le blueprint BP Dead Zone. Et ça, c'est très très pratique pour accéder à toutes ces valeurs. Donc là, je vais faire un get. On va chercher notre variable vie. Donc get juste ici. On va faire aussi un set vie. Et on va faire la même logique que tout à l'heure. On va prendre la vie. On va faire moins, subtract.
on va enlever 10, et ensuite on va set cette variable. Donc toutes les 2 secondes, on va prendre la vie, on va lui enlever 10, et on va la sauvegarder dans notre personnage. Donc c'est aussi simple que ça. Je compile, je sauvegarde, on va tester cette fonctionnalité. On va dans la dead zone. Là, on peut voir rien du tout parce qu'on n'a pas mis de print string. Donc là, on va tirer un câble, string, on va brancher, voilà, compiler. On va tester tout ça. Là, si je vais ici et que j'attends 2 secondes, on commence à perdre de la vie. Donc 80, 70, 60, etc., etc. Mais par contre, on a un petit problème, c'est que le timer, en fait, il continue de descendre. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est que dès qu'on quitte la collision box, la sphere collision pour le coup, vu qu'on a changé de forme de collision, on voudrait que dès qu'on quitte la capsule, ça arrête ce timer. Et pour ce faire, c'est assez simple. On va faire un clic droit ici, promote to variable. On va l'appeler dead zone timer. Voilà. Maintenant, on va prendre notre variable ici. On va faire comme tout à l'heure, cast third person character. Et pour stopper le timer, on va tirer un câble ici et on va chercher clear and invalidate timer by handle. On connecte ça ici. On va décaler ça pour un peu plus de visibilité. Je compile, je sauvegarde. On va tester ça. Je vais dans la dead zone. J'attends 2 secondes. Donc là, 70, 60. Et si je quitte la dead zone, c'est tout bon. Là, on peut essayer de re-rentrer aussi. On se met bien au milieu. Là, 40, 30, etc., etc. Ce qu'on va faire pour éviter d'être précis, c'est que je vais scale un peu ce blueprint. Comme ça nous détectera beaucoup plus facilement. Voilà, on va faire quelque chose d'assez gros comme ça. Là, on va retester. Si je vais dedans directement, 90, 80, je sors. On est sur 80. Je re-rentre. Ça va passer à 70, 60, etc., etc. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, ce serait que dès que la vie est égale à 0, et ben ça arrête aussi de nous mettre des damages. Donc pour faire ça, ça va être assez simple. On va décaler ça ici. On va lui dire, ok, donc dès que vie est égale, donc on va chercher la node égale. Dès que la vie est égale à 0, on fait une branche. Hop, on branche ça ici. Dès que la vie est égale à 0, on fait rien du tout. Sinon, si c'est pas égal à 0, on continue notre logique. Donc là, je compile, je sauvegarde, on va tester ça. Donc grâce au montage, vous n'aurez pas à attendre. Donc là, on est à 20, on passe à 10 et enfin 0. Et là, ça arrête tout simplement de nous causer des damages. Et là, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que c'est pas très visuel. Donc on voit des chiffres en haut à gauche, mais ça serait bien qu'on ait une sorte de barre de vie. Donc c'est ce qu'on va faire directement. Et pour afficher cette barre de vie, là je vais faire échappe, on va créer ce qu'on appelle un widget blueprint. Et les widgets blueprint, c'est tout simplement du blueprint, mais visuel. Donc pour afficher soit du texte à l'écran, des images, le menu par exemple, ça sera un widget blueprint. Et nous, on va faire un widget blueprint pour afficher notre barre de vie. Donc on va faire clic droit dans blueprint, on va chercher widget blueprint et là on va cliquer sur user widget. On va l'appeler WBP Life, on va double-cliquer dessus et ici en fait c'est tout simplement ce que va contenir notre widget blueprint. Donc la première chose à ajouter dans un widget blueprint, c'est le canvas panel parce que le canvas panel va tout simplement s'adapter à tout l'écran et c'est exactement ce qu'on veut. Donc là, on met un canvas panel et ensuite, on va tout simplement ajouter ce qu'on appelle une progress bar. Donc, je prends la progress bar, soit je la glisse ici, comme ça la place directement, soit on peut aussi l'ajouter en la glissant ici. Donc là, elle est bien mise là où elle est. Donc, je vais l'agrandir un peu pour qu'on voit bien notre vie. Et la progress bar possède plusieurs paramètres, comme par exemple la couleur, à quel pourcentage elle est remplie. Donc, par exemple, ici, si on la remplit à 1, donc ça va être au maximum. Et c'est ça qui va nous servir de visuel pour la vie. Et pour que ça soit connecté avec notre variable vie, on va cliquer sur le petit bouton bind, juste ici. Donc dès qu'on va cliquer, ça va nous proposer create binding. On va cliquer dessus. Et là, en fait, dans le return value, ça va être la valeur qui va être retournée dans notre progress bar. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cast to third person character. Ensuite, on va appeler une node qui s'appelle get owning player pawn. Donc cette node, en fait, elle va nous permettre de référencer le cast to third person character parce que le owning player pawn va vérifier sur qui on affiche le widget blueprint life. Donc vu que c'est notre personnage qui va l'utiliser, ça va correctement caster le BP third person character et on va pouvoir accéder par exemple à la variable life. Alors là, on l'avait écrit en français, donc on avait fait vie, donc on va faire get vie. Et ici, en fait, on va le diviser par 100 parce que le maximum, c'est 1. Donc, nous, notre vie, on a mis qu'elle allait de 100 à 0. Mais ici, en fait, elle va de 1 à 0. Donc, on va tout simplement
divisé par 100. On va cliquer sur le slash ou alors taper divide, et là on va mettre 100 juste ici. On compile, on sauvegarde, on va retourner dans le third person caractère, on va aller dans l'event begin play, donc si vous ne l'avez plus, vous cherchez tout simplement event begin play. Moi, il y est déjà, donc ça me ramène à l'event begin play. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une node qui s'appelle create widget juste ici. Et là, il va nous demander le widget. Donc, on va choisir WBP Life. Ensuite, une fois qu'on a créé le widget, on voudra l'afficher. Donc, on prend le return value, on tire un câble et on cherche add to viewport. Comme ça, on compile, on sauvegarde. Et là, si on teste directement en jeu, on va sur notre damage zone. On voit que notre vie descend 90, 80 jusqu'à 0. Et dès qu'on sort, notre vie reste au même endroit. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement l'inverse. Et pour gagner du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le blueprint dead zone. Donc on va faire CTRL-D en le sélectionnant. Donc là, il était en bleu, il était sélectionné. J'ai fait CTRL-D, ça l'a dupliqué. Et là, on va l'appeler BP Hills-8. Voilà. Donc dans Hills Zone, tout ça, ça pourra nous être utile. Donc on va pas le supprimer. On va aller dans le viewport. On va choisir le cylindre. Et cette fois, on va mettre ça en vert pour que ça soit un peu plus cohérent par rapport à ce que ça fait sur notre personnage. Maintenant, on peut retourner dans l'event graph. Et ici, en fait, au lieu que ça nous enlève de la vie, on va faire en sorte que ça nous rajoute de la vie. Donc, on va supprimer cette node qui nous en enlève. Et là, au lieu de faire subtract, on va faire add. Donc, j'appuie sur plus, add. Là, on va le reconnecter au set. Et cette fois, on va dire que ça nous rajoute, par exemple, 30, alors 10 de vie. Et cette fois-ci, pour changer, on va mettre toutes les 1 seconde. Toutes les 1 seconde, ça nous rajoute 10 de vie. Et cette fois, on va faire l'inverse. On ne veut pas que ça dépasse 100. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 100 ici. Donc, dès que ça va faire l'événement enlever vie, donc d'ailleurs, on va le renommer. Je vais faire F2. On va écrire rajouter vie. Donc, si c'est à 100, ça ne fait rien. Et si c'est pas égal à 100, ça nous rajoute de la vie. Et comme tout à l'heure, si on sort de cette capsule, évidemment, le timer s'arrête. Donc, je compile, je sauvegarde. On va placer la heal zone ici. On va faire comme tout à l'heure, on va la scale. On va faire play. Là, ici, je vais perdre de la vie. Donc là, on commence à en perdre. Et si je vais dans la zone de soins, on va pouvoir regagner de la vie, tout simplement. Donc, on va voir si notre logique bloque à 100. Là, on voit 100 et c'est tout bon. Et donc, voilà pour cette troisième introduction au blueprint. Ce qui est cool, c'est qu'on a vu comment ajouter des éléments visuels de l'HUD, comme par exemple une barre de vie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Ça me soutient encore plus pour faire beaucoup de tutos comme celui-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à lâcher un like. Vous connaissez la musique. Et maintenant, on va pouvoir faire la dernière logique, qui est tout simplement une cage de foot avec un ballon. Donc le but, ça serait qu'on rentre le ballon dans la cage. Et une fois qu'on rentre le ballon dans la cage, ça nous affiche un score et le ballon qui despawn, tout simplement. Et donc pour cette fonctionnalité, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à placer une cage. Donc on va ouvrir le Content Drawer, CTRL espace. Là, on va faire un clic droit, Blueprint, Actor, et là on va l'appeler BP Goal. Hop. Je double-clique dessus. On va rajouter du coup un static mesh. Static mesh. Là, on peut l'appeler par exemple Goal. Et là, en fait, on va chercher la cage que je vous ai fournie dans le dossier ressources. C'est dans le dossier Football Goal, Static Mesh. Et là, on peut voir qu'en fait, il y a plusieurs Static Mesh qui sont séparés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre, tous les sélectionner. On va réouvrir le Content Drawer. Et là, on va tout simplement les glisser ici. Ensuite, on peut voir qu'ils sont vraiment minuscules. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scale tout ça. Donc, je sélectionne la petite option ici. On peut aussi appuyer sur la touche R pour aller plus vite. Là, on grandit les cages. Hop. Et là, on va utiliser un outil qui s'appelle Merge. Donc, on va sélectionner ici dans Tools et on va chercher Merge Actors. Là, il va nous dire tous les static mesh qui sont sélectionnés. Donc, il faut bien qu'ils soient sélectionnés dans le viewport. Et on va cliquer sur Merge Actor. Et là, il va nous demander où est-ce qu'on veut l'enregistrer. Donc nous, on va le mettre ici dans le dossier ressources. On peut le renommer, on va l'appeler SM Goal. Et là, normalement, SM Goal, c'est tout bon. Donc tous ceux qui sont sélectionnés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les supprimer. Donc on va dans Edit et Delete. Maintenant, vu que notre static mesh est regroupé en un seul static mesh, donc là, il l'a appelé SM Goal, donc là, je vais supprimer. On peut glisser pour voir si c'est comme on le voulait, et c'est parfait. Donc pareil, ce static mesh, il va pas nous servir. Nous, ce qu'on veut, c'est le mettre dans le blueprint goal. Donc là, on va rajouter ici le static mesh
qu'on vient de créer. Là, c'est pas trop mal. Ensuite, pour détecter que la balle soit dedans, bah, c'est comme tout à l'heure, on va utiliser une collision box, box collision, voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement la scale. Donc là, on va décocher ce petit cadenas, comme ça on peut choisir si on veut plus scale en largeur ou en hauteur. On va mettre ça comme ça. On va agrandir ici. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à agrandir en Z. Donc là, par exemple, ici, j'ai vraiment j'ai beaucoup trop rajouté dans l'axe Y du coup. Donc je vais réduire un peu. Voilà, nous on veut vraiment que ça soit pris en compte uniquement dans la cage. Donc on se déplace un peu, on vérifie si c'est de la bonne taille un peu partout. Et là, ça me paraît pas trop mal. Je peux même le décaler un tout petit peu ici. Et on est bon. On compile, on sauvegarde. Maintenant, on va créer le ballon. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose que pour les cages. Donc on va prendre les static mesh dans le dossier ressources, soccer ball et static mesh. On va sélectionner les deux static mesh, on va les ramener sur la map. Et là, on va réduire un peu parce que le ballon il est un peu trop gros. Donc j'appuie sur R pour le scale. On va mettre un ballon de cette taille, là ça sera pas mal. Ensuite, Tools, Merge Actor. On clique sur Merge et là on va le mettre pareil dans le dossier ressources, Blueprint, ressources et on va l'appeler Soccer-8 Ball. On peut fermer cette fenêtre. SM Soccer Ball, c'est tout bon. Celui-là on va supprimer et là on va créer le Blueprint. Hop, dans le dossier Blueprint, on va créer le Blueprint Soccer Ball. Donc Blueprint de type Actor, BP Soccer Ball, Trollmage S. On va ouvrir ce Blueprint et on va rajouter, comme tout à l'heure, le static mesh ball. Et là, on peut mettre le soccer ball, donc qui est dans le dossier ressources, juste ici. On va faire un petit glisser-déposer. Et là, on est bon. On compile, on sauvegarde. Et là, par exemple, si on place en map, alors, on va pas placer le static mesh parce que ça va pas, il y aura pas d'interaction du coup. Donc, on va placer le BP goal ici. Là, on peut voir notre collision box qui est bien appliquée. Je vais reculer ça un peu. Maintenant, on met, par exemple, notre soccer ball ici. Voilà. Et là, on va voir si on peut déjà interagir avec. Et comme on peut le voir, le ballon n'a aucune interaction physique. Donc on va régler ça tout de suite. On va aller dans le BP Soccer Ball. Comme tout à l'heure, je vais fermer toutes les choses dont on n'aura pas besoin. WBP Live, je peux laisser ouvert parce qu'on va s'en servir. Le third person, on va laisser ouvert aussi au cas où. Donc là, notre ballon n'a pas de physique. Donc on va en appliquer une rapidement. On va dans le BP Soccer Ball, on clique sur Ball. Et là, on va chercher une note qui s'appelle Simulate Physique. Donc on coche cette case, et si je retourne en jeu, on peut voir que cette fois-ci, le ballon est totalement au sol. Et par contre, il est un peu lourd, donc il a des petits problèmes de poids, et donc le poids, on va le gérer pareil dans le même onglet. Donc on clique sur Ball ici dans le BP Soccer Ball, et on peut gérer la masse. Donc de manière générale, elle est mise automatiquement. Donc si je décoche masse en kilogrammes, on peut voir que ça fait 231 kg. Donc là, on va mettre une petite valeur, comme par exemple 40. Voilà. Donc un ballon de foot, bien sûr, ça fait pas 40 kg, mais pour l'exemple, ça devrait fonctionner. Là, c'est encore un peu lourd à la limite, donc on va peut-être mettre par exemple 10. Donc ça, c'est vraiment des options qui sont réglables assez facilement. Et à 10, là, c'est un peu plus cohérent. Donc le ballon part très très vite, mais pour la logique de Blueprint, ça ira largement. Donc maintenant, ce qu'on voudrait, ce serait que dès qu'on marque un but, le ballon se détruise et on va réutiliser une node qu'on a utilisée tout à l'heure pour le chapeau. Donc, pour rappel, le chapeau, dès qu'on se mettait dessus et qu'on appuyait sur E, il se supprimait et ensuite il était appliqué à notre personnage. Et là, on va utiliser la même node qui s'appelle Destroy Actor. On va aller dans Soccer Ball, dans BP Goal, pardon, et on va sélectionner la box collision. Et dans la box collision, on va descendre tout en bas et on va faire on component begin overlap. Maintenant, on va vérifier si dans la trigger box c'est le BP Soccer Ball. Donc, est-ce que c'est le ballon qui rentre en collision avec la cage? Donc, on va faire cast to BP Soccer Ball. Et ensuite, si c'est le cas, on détruit tout simplement la Soccer Ball. Donc, on va faire destroy actor. On connecte ça ici. Et maintenant, si on met le ballon dans la cage, il devrait disparaître. Et voilà, c'est tout bon, il disparaît. Ce qui serait cool, ce serait que ça affiche le score. Donc, pour afficher le score, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le WBP Live. On va rajouter du texte. Donc par exemple texte, ici on va chercher en haut. On peut le mettre où on veut sur l'écran. Donc moi par exemple je vais le mettre par ici. Ça me paraît pas trop mal. Là on va taper score, 2 points. Et du coup il nous faudrait un autre texte qui contient cette fois-ci le score aussi. On va glisser un autre texte. Et là par exemple par défaut on va mettre 0. Hop. Et du coup pour accéder au score, ce qui serait bien, ce serait que à chaque fois que le ballon entre en collision avec la cage, ça rajoute un point dans le blueprint de la cage. Donc on va rajouter une variable. Cette fois, vu que ça va être un nombre entier à chaque fois, on va utiliser integer. On va faire f2 et on va l'appeler
score. Voilà. Et maintenant, on va glisser la variable score ici et on va chercher la note qui s'appelle increment int. Donc ça va faire +1 à chaque fois que la balle va rentrer en collision avec la box collision de notre goal. Donc maintenant, on a notre variable score. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'event graph ici. Juste avant, en fait, pardon, on va retourner dans le designer et on va cliquer sur le binding du texte 0, donc celui qui contiendra les chiffres du score. On clique sur le binding ici, donc là où on doit normalement rentrer le texte. Donc par exemple, si je mettais 2, ici ça afficherait 2. Là, je vais laisser sur 0. On va cliquer sur binding. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher notre BP goal sur la map. Et pour le chercher sur la map, c'est tout simple. On va faire get all actor of class. Donc ça va chercher tous les goals présents sur la map. On va taper BP goal, qui cherche vraiment uniquement ce blueprint. Et ensuite, get, il y aura un get actors ici. Donc ce logo, en fait, ça veut tout simplement dire une liste d'acteurs. Donc là, il peut nous ressortir s'il y avait plusieurs cages, plusieurs acteurs. Nous, on veut l'acteur 0, donc le premier acteur. Vu qu'on n'aura qu'une seule cage, on va prendre le 0. En informatique, le 0, c'est le premier. Donc on va faire get, et là il va nous proposer get a copy, et là il nous demande l'index. Donc si c'est 0, ça va être la première cage qui est trouvée sur la map, donc c'est parfait. Là on va faire cast, là ici on va faire get score, comme ceci. Si vous ne le trouvez pas, c'est sûrement que vous n'avez pas compilé ici, donc c'est vraiment très important de compiler à chaque fois, comme ça se met à jour de partout. Et enfin, on va le mettre juste ici. On compile, on sauvegarde, on revient dans le blueprint. Là, on peut voir en haut que c'est écrit score 0. Si je mets un but, là, on peut voir score 1. Donc c'est parfait. Notre fonction de score marche enfin. Donc là, on peut quitter. Et la dernière chose qui serait cool, ce serait que le ballon respawn en fait. Donc ça serait vraiment parfait. Et donc pour que notre balle respawn une fois qu'on a marqué un but, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le BP goal, donc la cage de foot, et on va lui dire de respawner un acteur une fois qu'on a détruit le ballon. Donc par exemple, on pourrait mettre un délai juste ici de 2 secondes. On tire un câble et on va chercher la node spawn actor from class. Et spawn actor from class, comme son nom l'indique, va nous faire spawn un acteur à un endroit précis qu'on pourra paramétrer. Donc là, je vais chercher BP Soccer Ball. On veut que le ballon spawn. Ici, on aura un transform, mais on n'aura pas besoin de tous les paramètres. Donc on va faire un split struct pin. Spawn transform rotation, on va le laisser sur 0. Et split transform scale, on va le laisser sur 1 aussi. Et là, ce qu'il nous faudrait, c'est la transform location. Parce que là, pour l'instant, par exemple, je mets le ballon dans la cage et qu'on attend 2 secondes, ce qui va se passer, en fait, c'est que la balle va respawn au mauvais endroit. Donc, plus précisément à 0, 0, 0 en location. Et du coup, ça va donner une localisation juste ici. Donc, pour contrer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en compte, hop, dans BP Goal, la position du ballon au départ. Donc on va aller dans Event Begin Play. On va utiliser la node Get All Actor of Class. Et là, on va chercher BP Soccer Ball. Donc Get All Actor of Class, c'est une node qui va nous permettre de chercher tous les types de blueprints qu'on a renseignés ici. Donc il va regarder dans la map combien il y a de BP Soccer Ball. Ça fonctionnerait avec tous les blueprints, bien évidemment. Nous, on a besoin de savoir où est le BP Soccer Ball dès qu'on commence le jeu. Et ce qui va nous sortir, c'est une array. Donc une array, c'est quoi? C'est tout simplement une liste d'acteurs. Donc si on avait plusieurs ballons, ici, ça nous sortirait BP Soccer Ball 0, BP Soccer Ball 1, BP Soccer Ball 2, etc. etc. Nous, on n'en a qu'un, donc le premier qui va sortir, c'est BP Soccer Ball 0. C'est pour ça qu'on va tirer un câble ici, on va faire get, et là, on aura get a copy. Par défaut, il va prendre le 0, donc le premier qui va détecter sur la map. Donc là, à cette étape-là, c'est comme s'il avait trouvé le premier. Et ensuite, on va lui dire, ok, prends le premier et sauvegarde sa localisation. Donc on tire un câble d'ici et on fait get actor location. Là, c'est parfait. Dans le return value, ça va nous donner la location de notre BP Soccer Ball. Donc on va faire un clic droit, on va faire promote to variable. Comme ça va nous créer une variable et ça sera beaucoup plus rapide. Et on va l'appeler Soccer Ball Spawn. Hop, je fais entrer. Là, on n'a plus qu'à connecter les deux entrées et notre logique est finie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste renseigner quel endroit spawn le ballon. On va glisser la variable juste ici. On compile, on sauvegarde. Et là, maintenant, dès qu'on va mettre un but, hop, le ballon devrait respawn au bon endroit. Donc là, c'est parfait. Et si par exemple, je déplaçais le ballon ici et que je déplaçais aussi les cages, hop,
on met ça ici, et ben ça fonctionnerait toujours. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que si je mets le ballon là, il va prendre en compte là où il était au départ, et il va spawn au bon endroit. Bravo d'avoir été jusque là. Je le rappelle encore, pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai créé un cours complet où je montre comment j'ai créé mon jeu et comment créer un jeu de A à Z. Donc on voit ensemble comment maîtriser Unreal et devenir 100% autonome sur le logiciel. Si ça t'intéresse, le lien est en bio. En attendant, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Johan.